Bonjour à tous et à toutes. Donc, je remercie les organisatrices de ces journées et le pôle audiovisuel, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, l'Institut international Charles Perrault et bien sûr merci à Grégoire Solotareff d'être avec nous aujourd'hui. Il est vraiment difficile, si je pense à votre œuvre, votre travail, de vous présenter en quelques mots. Donc vous êtes auteur, illustrateur, dessinateur, photographe, sculpteur, éditeur, auteur de films d'animation. Donc, j'aimerais bien vous laisser tout de suite la parole pour revenir un petit peu sur votre métier qui est si riche et si varié, en partant de votre rapport à l'image. Donc, il s'agit d'un rapport qui est bien sûr pluriel, qui est varié, je dirais aussi extraordinaire. Et en 2018, dans une œuvre, dans les premières pages d'une œuvre dont le titre est justement Solotareff imagier, vous vous présentez comme un imagier. Est-ce que vous vous sentez toujours un imagier et est-ce que entre le début de votre carrière en tant que dessinateur-illustrateur et aujourd'hui, votre rapport à l'image a changé? Donc c'est ma première question et je vous laisse la parole. Alors, juste un mot pour dire juste que la présentation est très flatteuse, mais je ne suis pas du tout sculpteur. Je fais du Modeste. modelage en terre cuite, etc. Mais ça n'a rien à voir avec. C'est juste comme des petits personnages, C'est de la etc. Voilà, sculpture, voilà. de l'art. Mais disons, pour l'image, oui, je, je suis imagier dans le sens de fabricant d'images. L'ancienne signification du mot imagier qui a été détournée ensuite par un éditeur pour en faire un livre d'images. Mais effectivement, le fabricant d'images, et d'ailleurs, dans cette idée-là, j'ai publié quelques livres avec des peintres imagiers qui sont, que j'ai publiés récemment. Renoir, Picasso, Van Gogh, c'est effectivement l'image étant très importante, la figuration, la représentation, quelque chose de très important. C'est vrai que j'en fais la grande partie de ma vie. Et c'est vrai que plus imagier que écrivain, c'est sûr. Et en même temps, le texte est obligatoire et pas du tout une contrainte, c'est autre chose, c'est un autre travail, mais c'est d'abord l'image, c'est disons plus des croquis du matin au soir que des phrases notées ou des idées. C'est plutôt des croquis, donc je suis toute la journée effectivement en train de faire des images. Oui. Et vous êtes aussi éditeur. Je suis aussi éditeur pour les petits dans un département à l'école du loisir qui s'appelle Loulou et compagnie et qui est un département, disons, 0,5 ans et que je dirige avec une jeune femme, Mélina Mokhtari, qui est récemment, on travaille ensemble. Jusqu'à présent, c'est moi qui ai créé cette collection. Jusqu'à présent, j'étais seul, mais elle m'a rejoint cette année. Et donc, on travaille pour justement les 0,5 ans avec une trentaine de publications par an. Et alors, si je pense justement toujours à votre rapport à l'image, en tant qu'auteur, illustrateur et éditeur, vous vous rapprochez du livre et de l'image de deux manières différentes. C'est-à-dire que il s'agit de se rapprocher du livre de l'intérieur en tant qu'auteur-illustrateur, donc auteur-illustrateur qui crée son œuvre, et je dirais de l'extérieur en tant qu'éditeur qui lit les œuvres d'autres artistes, d'autres auteurs. Donc votre regard sur le livre change, et comment avez-vous vécu ce passage, et comment vous le voyez quotidiennement ce passage, dans cette vision différente, sur cette perspective différente vis-à-vis du livre? Alors, c'est effectivement un peu schizophrénique parce que je suis d'abord auteur, et c'est comme ça que j'ai présenté mes livres à mon éditeur autrefois pour commencer, etc. Et maintenant, je suis aussi éditeur, et du coup, je dois faire abstraction de mon goût artistique personnel pour savoir si un livre fonctionne, pour savoir si un livre fonctionne en tant qu'objet, et aussi pour des images justement qui sont pas nécessairement ce que j'aurais choisi, ni comme couleur, ni comme esprit,
mais disons avec mon idée préconçue de ce que c'est qu'un bon livre pour tout petit. Et ça, c'est évidemment, tout ça, c'est très subjectif. C'est mon regard sur. Il y a évidemment des choses que je supporte pas et que je ne verrais pas à l'idée de publier. Mais dans la mesure où l'objet fonctionne, où il y a les principes que j'ai voulu pour cette collection soient observés. Et donc, voilà, certains de ces principes, quand ça fonctionne, quand c'est un joli objet, séduisant, gai, intelligent, eh bien, il a sa place. Et surtout qu'il parle aux enfants petits, il a sa place dans notre collection, dans la mesure où il y a de la place, où on peut le publier, ou pas, ou c'est autre chose et ça ne nous regarde pas parce que c'est pas l'esprit de la maison, c'est pas l'esprit de la collection. Et donc c'est vrai que entre les deux, quelquefois je fais aussi des livres pour ma collection, c'est-à-dire assez rarement, quand il y a une place, comme ça je me faufile et je fais un livre parce que j'ai l'idée et quelquefois ça met plusieurs années à voir le jour parce qu'il n'y a pas la place. Et donc c'est vrai que j'essaye de faire abstraction de mon goût artistique personnel pour dire voilà, eh ben, ce livre marche bien, on a envie d'ouvrir les pages, quoi. Et est-ce que c'est la même chose dans le cadre d'une collaboration? C'est-à-dire que vous avez, pour certaines de vos œuvres, vous avez travaillé de manière indépendante, donc vous occupez du texte et de l'illustration, tandis que d'autres œuvres sont le fruit d'une collaboration. En général, effectivement, dans cette collaboration, vous vous occupez du texte, hein, donc vous laissez les illustrations à quelqu'un d'autre. Donc ma question porte plutôt sur l'écriture. Donc quelle est la différence entre écrire pour soi et écrire pour quelqu'un d'autre qui va ensuite illustrer votre texte? Alors, écrire pour soi, on se réserve la possibilité de changer en permanence, suivant ce qu'on dessine. Parce que c'est un aller-retour permanent entre l'image et le dessin et le texte. Et donc, du coup, quand je fais un livre et que je suis tout seul dessus, je me laisse l'ouverture totale et pour pouvoir revenir dessus, y compris aussi bien sur l'image que sur le texte. Pour un livre en collaboration avec quelqu'un qui dessine, je mets plus au point mon texte plus définitivement. C'est-à-dire que je me dis, voilà, je suis, je suis à l'écoute des suggestions, des choses qui ne correspondent pas à ce que l'illustratrice ou l'illustrateur aurait envie de dessiner. Et à ce moment-là, ça se discute, évidemment. Mais disons que c'est plus définitif comme ça marche en soi, parce que je ne sais pas ce qu'il va me proposer comme image. Alors que moi, je sais à peu près ce que je suis capable de faire et ce que je ne suis pas capable de faire surtout. Et c'est pour ça que c'est un peu différent. C'est-à-dire que je fais des choses, j'écris des choses, quelquefois que je ne suis pas capable de dessiner. C'est-à-dire, je pense que ça serait mieux avec quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je le propose à quelqu'un d'autre. Parce que j'ai beaucoup de textes en avance, beaucoup de livres, de projets, etc., qui restent plus ou moins dans les tiroirs. Et de temps en temps, je me dis, tiens, j'ai l'idée de telle illustratrice, parce qu'en l'occurrence, ce sont plutôt des illustratrices que des illustrateurs, y compris en commençant par ma mère autrefois, ma sœur, etc. Et donc, c'est vrai que là, c'est un peu particulier parce que comme on se connaît très bien, l'échange est beaucoup plus simple et du coup, nous connaissant nous-mêmes mutuellement, il y a une espèce d'aller-retour permanent. Avec quelqu'un d'extérieur à la famille, disons, c'est plus un peu plus bouclé, un peu plus, voilà, qu'est-ce que tu... vas-y. Et les retours sont en général sur des images, sur un objet fini qu'on voit ensemble, et si ça marche, c'est bien, ça suit son cours.
Donc c'est Oui. ça un peu la différence. Disons, mon répertoire, entre guillemets, mes gammes sont un peu plus larges pour les livres illustrés par quelqu'un d'autre, parce que Mhm. je trouve que ça serait enrichissant pour le livre. Oui. Et par rapport aux mots, par rapport à la parole, donc à laquelle vous donnez une importance, bien sûr, dans vos textes, quel est son rôle, donc le rôle des mots dans vos livres, en sachant que cela change, bien sûr, beaucoup d'un livre à l'autre. Je pense, par exemple, à deux œuvres qui ont été publiées en 2019, donc Ami, qui présente juste un mot, et La vie secrète de la forêt, où il y a beaucoup, beaucoup de mots, parce qu'en fait, c'est 126 contes autour des 4 saisons. Donc, quel est justement le rôle des mots dans vos livres? Alors moi, j'étais un lecteur tardif en tant qu'enfant. Euh, j'ai eu du mal à lire, enfin du mal relativement, mais disons que j'aimais pas ça. Ça m'était difficile, l'apprentissage était difficile, et donc du coup je lis toujours assez lentement. Encore maintenant, je lis assez lentement, et la musique des mots est très importante pour moi, dans le sens que quand je lis silencieusement, c'est presque comme si je lisais à voix haute, dans le sens que j'entends presque les mots que je lis. Et donc, du coup, euh, c'est vraiment une histoire d'oreille, une histoire musicale. Et je pense toujours à Flaubert qui écrivait et qui avait ce qu'il appelait un gueuloir, c'est-à-dire ils enfermaient dans une pièce sans doute insonorisée plus ou moins à l'époque pour crier ses livres, c'est-à-dire non seulement les lire à haute voix, mais les lire très fort, de façon à ce que on ne bute pas à la lecture. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que quand on lit Flaubert, il y a une espèce de source permanente, comme ça, musicale, qui est très très importante. Que Maupassant, c'est la même chose, d'ailleurs, ils étaient copains. Et, et du coup, il y a quelque chose d'assez fort dans la lecture à haute voix. Et c'est d'autant plus vrai pour les livres pour tout petits, où il doit y avoir une certaine harmonie quand même. Évidemment, l'harmonie doit exister aussi dans les images, mais dans les textes, il doit y avoir quelque chose qui roule, qui soit assez agréable à lire aussi, puisque c'est souvent des adultes qui lisent ou des grands frères ou grandes sœurs qui lisent aux plus jeunes. Et donc, il doit y avoir quelque chose d'assez facile, d'assez coulant comme ça. Euh, pour les textes plus importants comme le recueil de La vie secrète de la forêt, euh, c'est aussi, euh, c'est-à-dire c'est quand je relis, quelquefois je relis à haute voix pour pouvoir voir si ça marche. Et donc voilà, c'est mon rapport au mot, il est plutôt musical qu'autre chose. Il est plutôt de l'ordre voilà, de la musique que du jeu, en fait, que du jeu ou que de la gymnastique intellectuelle. Merci beaucoup. Et je reviens aux images. Donc, en fait, vous dites qu'il existe deux types d'images. Et je vous cite, donc en 2018, vous avez dit, il y a les images que l'on fait à toute vitesse, en urgence, pour arrêter, saisir l'idée qui naît à peine. Et puis, c'est le contraire qui met du temps à se faire, qui se caressent, qui se gratouillent, qui sont davantage le fruit d'une réflexion mûrie et apaisée. Est-ce que vous auriez deux exemples à nous donner de ces deux types d'images différentes que vous avez évoquées? Alors, en général, je dessine vite, Mm. je travaille vite, je produis beaucoup et j'élimine beaucoup. Et donc, du coup, je fais souvent des dessins. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire mon prochain projet. J'ai fait une dizaine de couvertures différentes. J'ai commencé par la couverture. Enfin, j'ai fait, disons, un chemin de fer. Et puis là, je suis sur une couverture. J'ai dû faire une dizaine de couvertures finies, terminées, pour m'apercevoir qu'aucune n'est bonne. Et un jour, juste avant, il y a quelques jours, juste avant d'aller à un rendez-vous,
je me dis, bon, et si j'avais que 5 minutes pour la faire, cette couverture? Qu'est-ce que ça donnerait? Je me suis dit ça et j'ai tout lâché autour de moi. J'ai pris ce qui me venait sous la main, comme à la fois comme pinceau, comme matériau, comme peinture, et cetera, et j'ai fait à toute vitesse une couverture qui est celle qui fonctionne le mieux, parce qu'elle est insouciante. C'est-à-dire, on n'est pas en train de faire une jolie couverture. On n'est pas en train de faire gaffe et d'avoir la trouille et de se dire il faut que ça soit joli, il faut que. Non, on y va, aucune importance si on la jette après, ça n'a aucune importance. On y va et puis on voit. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait Loulou à l'époque. Je me suis dit, j'avais commencé à faire entièrement, et puis ça ne me plaisait pas, je l'ai refait entièrement d'une traite, et c'est ça que j'ai gardé parce qu'il y avait quelque chose de dynamique dedans. Et c'est ça qui est important dans le dessin, c'est qu'on voit tout, on voit le caractère, mais on voit aussi l'humeur. C'est-à-dire, il y a quelque chose de moins réfléchi que la littérature, de plus instinctif et de plus universel dans le genre, sans code, quoi. Et on y va direct. Et le fait d'y aller direct, on est dans l'humeur de l'instant. On n'est pas dans la réflexion, voire même toutes les parasites qu'il peut y avoir, comme le succès, comme plaire à qui, etc. On est là, on fait son image, et puis voilà, et puis ça donnera ce que ça donnera. Si on n'est pas bon, on n'est pas bon, on recommence. Et puis, voilà, c'est celle-là que j'ai gardée, et c'est évident que je ne dis pas que ce sera la dernière, mais c'est celle qui marche le mieux parmi les 10 que j'ai faites. Donc c'est ça, voilà. Le rapport, il est dans cette histoire de non-réflexion, donc le moins d'influence consciente possible. Évidemment, on a des influences, évidemment, on a des admirations, évidemment, on a plein de choses comme ça qui vous bousculent et qui vous empêchent, surtout. C'est surtout ça. Parce que l'histoire du dessin, c'est l'empêchement. C'est ça qui fait un mauvais dessin. Le mauvais dessin, c'est le dessin qui est coincé. C'est le dessin qui a peur de tout et qui a plein d'admiration et d'imitations plus ou moins conscientes. C'est ça, le mauvais dessin. Le dessin instinctif, direct, on est ce qu'on est au moment où on le fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Et par rapport à ça, donc, comment vous avez vécu le dessin pour les films d'animation? C'est pas la même démarche, j'imagine. Alors, pour l'animation, c'est le contraire, c'est-à-dire, ça doit être complètement balisé. Tout est absolument réglé et on n'est pas du tout dans la spontanéité. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que d'abord, on fait un dessin et c'est quelqu'un d'autre qui le reproduit. C'est même pas votre dessin. C'est des animateurs ultra doués qui se gâchent leur métier artistique avec ça, malheureusement, c'est qu'ils imitent quelqu'un d'autre. Ils font une adaptation d'un livre qui existe, qui est fait par quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, ils sont très habiles, ils ont compris le mode de traitement, et donc ils reproduisent. Et donc, le dessin, le dessin animé, c'est le contraire du dessin. C'est le contraire de la spontanéité, c'est tout est fabrication d'un début jusqu'à la fin. Quelquefois, c'est plus ou moins réussi parce qu'on arrive à une certaine harmonie, parce que celui qui en fait le dessin est plus doué qu'un autre, etc. Mais c'est pas du tout son propre dessin. Ça n'a rien à voir. C'est juste une adaptation, donc une trahison, si on peut dire, sans que ce soit non plus, il ne faut pas exagérer, mais disons que c'est autre chose. C'est pas du tout du dessin, c'est une fabrication, quoi. Et ça peut être très bien, c'est rare, c'est surtout de la technique. Donc une collaboration au niveau de la technique. C'est une collaboration avec 100 personnes, c'est de la diplomatie, c'est tout ce qu'on veut sauf du dessin. C'est autre chose. C'est un autre boulot. Oui. Et par rapport au sujet donc, que vous abordez dans vos livres,
si je pense à, voilà, à certains de vos œuvres, il y a une rencontre. Donc il y a, dans la plupart des cas, des rencontres entre des personnages, parfois des rencontres qui sont «improbables» entre guillemets et donc je me suis posé la question en lisant vos livres, comment vous rencontrez vos personnages? Comment vous les avez rencontrés, vos personnages en général, je veux dire? Alors, par exemple, pour La vie secrète de la forêt, c'était un exercice que j'avais pratiqué il y a des années, où j'ai voulu faire un conte par jour. Donc j'ai écrit 4 tomes, qui sont un par saison, donc 365 contes. Donc c'était un par jour. Et l'idée, c'était euh, finalement, chaque matin, je me disais, qu'est-ce qui a qu'est-ce que j'ai rencontré la veille de particulier dans ma journée de la veille? Il s'est passé un tout petit truc, une petite anecdote, une rencontre, la plupart du temps une rencontre, mais ça peut être un clochard dans la rue, un commerçant qui vous fait la gueule, le chauffeur de bus, n'importe qui. Euh, et ça, c'est l'étincelle pour une anecdote et pour une histoire que je transpose donc dans le monde animalier, mais qui m'est arrivée. Ça, c'est une rencontre particulière et c'est ce principe-là que j'ai voulu utiliser. Ensuite, c'est des recherches, c'est une envie, c'est en général un petit flash qui se fait sur une image. Justement, il y a une photo d'un ours dans la forêt, vous tombez dessus un jour sur je sais pas où, et ça vous dit, ah tiens, il me dit quelque chose, j'ai envie de le transformer et de lui raconter une histoire, de raconter une histoire avec ce personnage-là. Donc c'est une recherche, il y a 300 personnages qui n'auront jamais d'histoire, mais disons que parmi certains, il y a des histoires qui tiennent et des histoires qui tiennent moins. Et donc, du coup, on y va sur. Donc, je prends un personnage que j'ai aperçu, j'en fabrique un petit modèle, euh, quelquefois aussi en terre. Et donc, il existe, et s'il tient le coup, quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, je lui raconte une histoire et j'en fais un héros de personnage. Et mais on ne peut pas dire celui qui marchera, c'est pas forcément celui qu'on croit. Ça peut être vraiment une toute petite anecdote, un petit clin d'œil, une expression, euh, une petite lumière dans l'œil qui fonctionne et l'autre pas, qui fait qu'on a envie d'y aller ou pas. C'est vraiment très aléatoire. C'est en général un petit flash sur un personnage. Et c'est aussi, ça représente aussi la vie qui est finalement un ensemble de rencontres et qui fait qu'on change de chemin grâce à ça, en fait. C'est ça. Et si on reste sur la question justement de la rencontre, vous rencontrez aussi vos lecteurs. Est-ce que ces rencontres enrichissent votre œuvre d'une manière ou de l'autre? Et est-ce que selon vous, il y a des questions que le lecteur vous pose de manière, entre guillemets, inconsciemment? Et est-ce que, selon vous, vous répondez et de quelle manière à ces questions des lecteurs dans vos livres? Alors, vous voulez dire des rencontres physiques? Oui, aussi. Je rencontre très rarement mes lecteurs. C'est très rare. Je le fais beaucoup moins qu'avant parce que j'ai pas le temps. Je me déplace très peu. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment de rencontres qui provoquent quelque chose. Euh, Disons que c'est plutôt une référence à ma propre enfance. C'est plutôt moi, lecteur petit, qui est mon interlocuteur pour me faire avancer. C'est plutôt ça, plutôt que. J'aurais l'impression que c'est une espèce d'apport extérieur d'une autre personnalité qui viendrait me dire que c'est ce qu'il faut faire ou pas. Donc du coup, c'est plutôt, c'est peut-être une question d'ego tout simplement, mais c'est l'idée que soi-même, on doit être à l'origine d'une fabrication de quelque chose plutôt que... alors que l'étincelle, elle se fait sur quelqu'un d'autre. Mais disons, le renvoi
par exemple, je déteste qu'on me fasse des critiques sur mes livres quand ils ne sont pas encore publiés. Par exemple, je montre à quelqu'un qui me dit: «Ah oui, c'est bien, j'aime bien ton truc» ou «J'aime pas, mais j'aime bien ton truc, mais j'aurais quelques critiques à faire». Hors de question. Ça, parce que, non pas spécialement par ego, mais parce que un texte, c'est en évolution permanente. Donc, ce que j'ai montré, ça ne sera pas le texte définitif de toute façon. Le texte définitif, il sera fait quand le livre sera fini. C'est-à-dire quand les images et le texte correspondront et se compléteront l'une l'autre. Et là, j'estime que j'ai assez de métier pour savoir si ça va ou pas. Et surtout, c'est ça qui va fonctionner, qui fera un livre, et non pas un work in progress aléatoire qui va tout le temps changer tous les jours. Ça m'arrive de faire, sans exagérer, 50 versions d'un livre, même long, parce que ça change, parce qu'il ne doit pas y avoir de redondance entre le texte et l'image, parce que il y a tout d'un coup des répétitions qui me sautent aux yeux alors que je l'ai lu 10 fois et ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Voilà, ben, tout le monde, on en est tous là, hein, mais disons que c'est un peu comme ça, et j'ai l'impression que quand on a un peu de recul sur son propre travail, on sait à peu près ce qui va, y compris les défauts. C'est pas grave, euh, c'est juste un truc personnel et non pas, entre guillemets, amélioré par quelqu'un d'autre, quoi, voilà. C'est Et pas forcément amélioré, je veux dire. mais ça peut être amélioré par votre propre lecture. Donc finalement, Oui, c'est une question de votre rapport du rapport à votre propre lecture. oui, Et je pense justement, et c'est là ma dernière question, par rapport à vos lectures d'enfance ou vos propres lectures, je pense aux anticontes. Donc vous avez travaillé sur le détournement des contes. oui. Et donc ma question est la Avec Namja, suivante. donc, oui. Oui, quelle a été votre lecture du conte? Est-ce que votre propre lecture des contes traditionnels quand vous étiez enfant a influencé votre œuvre dans le sens du détournement? Alors, sûrement, ça a influencé mon œuvre parce que c'est beaucoup l'imaginaire, beaucoup, c'est très très riche. Ces contes qui sont devenus presque des légendes, Oui. tellement ils ont été justement modifiés, refaits, réécrits, etc. Les Perrault, La Fontaine, tout ça, tout le monde a réécrit des choses existantes déjà bien plus anciennes. Donc, c'est déjà une digestion d'un texte. Et ensuite, euh, c'est vraiment, je pensais l'autre jour justement que ces détournements de contes ne sont pas par hasard parce que j'aimais pas ça quand j'étais petit. J'aimais pas les contes. Je les ai lus, mais je les aimais moins que les récits. Ce qui me faisait le plus d'impression, c'était les récits vrais, les choses, euh, les choses qu'on me racontait qui ont vraiment existé. Ça me touchait bien plus que les choses qu'on inventait. Pour moi, j'ai ce souvenir très lointain de l'enfance que je me disais, bah, si on l'invente, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça ne m'intéressait pas en tant que quelque chose concrète. Donc, voilà, j'ai cette curieuse idée de faire des contes détournés à partir de contes que j'aime beaucoup maintenant, mais que je n'aimais pas quand j'étais petit. Et c'est peut-être ça qui m'a fait les détourner pour en rire plutôt que de les prendre comme une espèce de truc muséal. Oui. Voilà. Une évolution de votre lecture finalement. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Merci beaucoup, Grégoire Je vous en Solotareff, prie. donc pour cette ouverture sur votre métier et pour cet échange par rapport à votre œuvre Je qui vous est en prie, c'est moi qui vous tellement riche. remercie. Merci beaucoup. Merci à vous.